Bonsoir à tous, bienvenue sa 16e édition du Bistrot d'Alain Le Losc. Au sommaire ce soir, un sommaire riche. Donc en première partie, nous reviendrons sur la situation de gouvernance du club. Donc Olivier Létang, nouveau président du LOSC, la stratégie assumée des repreneurs. Deuxième partie, qu'est-ce que c'est que ce match? On reviendra sur le Lille-PSG, un vrai duel au sommet. Et en troisième partie, donc Ligue 1, le LOSC finit en héros pour être sacré. Alors, j'ai inscrit champion d'automne. En fait, c'est pas tout à fait exact parce qu'il restera 2 matchs allés à disputer au mois de janvier. Donc, le LOSC finit en héros pour être sacré champion de Noël. Voilà, pour évoquer ces différents sujets, les intervenants dont beaucoup d'habitués. Alors, on va commencer par le Benjamin de la bande, Baptiste. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Comment va Breaking Dogs? Tout va bien en ce moment, tout va bien. Alors, je ne fais pas par ordre d'ancienneté. Après, j'abandonne cette piste-là. En deuxième invité, Patrice, qui est de nouveau parmi nous. Bonsoir, Patrice. Salut François, salut tout le monde. Troisième invité, Julien, des Dogs de Paris. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je sais qu'il y a des femmes qui nous regardent. C'est important, on ne parle jamais de foot féminin alors qu'on a une belle équipe. Suivi par les DDP très régulièrement, parce que ça joue souvent en Ile-de-France et les DDP suivent beaucoup les féminines. Je tenais à le préciser ce soir. Nous aurons l'occasion d'en reparler. D'en reparler aussi avec Christophe. Christophe qui est avec nous encore une fois. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Et bonsoir à toutes. Je l'avais oublié la semaine dernière, j'en parle tout de suite. Il est là avec ses tables de mixage, ses ordinateurs et toute sa technique. C'est Arnaud qui réalise l'émission. Bonsoir Arnaud. Voilà, je vous rappelle que vous assistez en direct à l'émission sur le Twitch d'Alain Le Losc, que vous pouvez également assister à l'émission sur le Facebook d'Alain Le Losc et vous pouvez réagir sur ces deux médias en direct, comme vous pouvez également préparer des émissions sur le forum du site Alain Le Losc. Alors voilà, on peut rentrer dans le vif du sujet avec cette première partie. Olivier Létang, nouveau président du LOSC, la stratégie assumée des repreneurs. La semaine dernière, on avait évoqué ce changement de gouvernance avec un ton plutôt dubitatif pour certains, un peu moins pour d'autres. Bon, maintenant, on s'aperçoit que tout s'est fait très rapidement. Donc, le LOSC a un nouveau président directeur général en la présence d'Olivier Létang. Il a communiqué à la fois en conférence de presse auprès des journalistes pour présenter son projet. Et ce soir, ce qui explique l'heure tardive de l'émission, il y avait une réunion des sections de supporters où il a représenté son projet face aux supporters. Alors, que dire ? Julien, tu voudrais commencer par ton avis en fait, sur ce qui s'est passé? Toi qui étais peut-être le moins sceptique d'entre nous la semaine dernière. Comment tu expliques finalement cette rapidité pour mettre en place la nouvelle équipe par rapport aux informations qui circulaient la semaine dernière? Oui, la semaine dernière, ce que j'avais pu dire, c'est qu'à mon sens, alors j'avais aucune certitude, je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, mais que les difficultés financières du LOSC étaient réelles et la capacité d'un groupe comme Elliott à sortir un dirigeant d'une entreprise autant endettée, elle est réelle aussi parce qu'on n'est pas du tout sur des gens qui sont des gentils. Et c'est ce qui s'est passé. J'aurais pu me tromper, mais il y avait suffisamment d'éléments objectifs pour se dire qu'en effet, c'était réaliste d'imaginer que c'était possible. Pourquoi ça a été si vite? D'abord parce que Lopez nous ment, évidemment, il le savait depuis longtemps. Parce qu'il y a des documents, il connaît les clauses de sortie, donc il savait très bien que ça lui pendait au nez. Donc là, je pense que ce soir, on peut le dire, il y a clairement un mensonge. Et on a senti un peu ce malaise de Galtier tout à l'heure, quand la question lui a été posée en conférence de presse sur est-ce que vous saviez que vous alliez être en cessation de paiement au mois de janvier? Et sa réponse a été « Nous avons toujours été payés jusqu'à présent. Gérard a toujours versé les salaires à tout le monde. » Mais tu sentais que et il a dit, je suis dans une position très délicate. Voilà, on sentait que c'était compliqué pour lui. Donc voilà les raisons pour lesquelles moi ça me semblait plausible. Ça s'est passé très vite. Je pensais pas que ça se passerait aussi vite. Là, c'est vrai que c'est très surprenant. Et sur cette question plus précise de Létang, de son arrivée,
J'ai écouté toutes les conférences de presse et en particulier la sienne. Je parlerai d'un discours maîtrisé, d'un communicant aguerri, c'est-à-dire le même un peu robinet d'eau tiède qu'on nous sert aujourd'hui dans le football business. C'est-à-dire qu'on parle plus de supporters, on parle de fans. Moi, ce qui a le don de m'exaspérer, parce que derrière fan, j'entends fanatique, comme si on était prêt à tout gober, à sacrifier nos vies pour le club et pour acheter des maillots. Moi, je suis un supporter, je suis pas un fan. Bah écoute, il a parlé beaucoup de sportifs, il a parlé de pile atomique du projet qui était le sport. Et moi, finalement, ça me fait un peu peur parce que j'en ai envie. J'ai envie que évidemment que le sportif soit bon, mais reposer un projet sur le sportif, c'est reposer le projet sur un aléa. Et l'aléa sportif, il aujourd'hui repose sur une équipe, évidemment, et puis sur une personne qui est géniale. Et on en parle à tous les numéros du bistrot. On a un entraîneur qui est exceptionnel, peut-être le meilleur de France, c'est Christophe Galtier. Ça lui met beaucoup de pression. Et puis Christophe, s'il n'est pas en phase avec les temps, même s'ils se connaissent depuis longtemps, il a aussi répété ça tout à l'heure en conférence de presse, Galtier, ça peut mal se passer. Il a dit d'ailleurs, je connais l'homme, les temps, je ne connais pas encore le président, et il connaît l'homme, Galtier ne connaît pas l'entraîneur, et on va se découvrir. Et d'ailleurs, tu vois bien que dans les communications, ils font pas mal de cinéma autour de l'étang Galtier, comme si c'était un truc déjà hyper solide. Et à chaque fois, Galtier, il a l'honnêteté de recentrer en disant, attendez, calmez-vous un peu, on va voir comment ça se passe. Donc, écoute, voilà, très maîtrisé, un truc comme on pouvait s'y attendre avec l'étang qui a la réputation d'être un très bon communicant. Et c'est un très bon communicant. Et Lopez est un très bon communicant parce ce qu'il a fait avec le LOSC, Lopez l'avait déjà fait avec Lotus. Je mets une carotte à tout le monde et je m'en vais. Bravo les gars, très très bon. Donc évidemment, on pourra juger que sur pièce. Et moi, ce que je constate lors de cette conférence de presse de l'étang, c'est que les journalistes ont été très bons. Souvent, je suis critique avec les journalistes. Ils ont été très très bons. Moi, j'ai vraiment aimé leurs questions, toutes très pertinentes, pas putaclic, des vraies questions. Le propriétaire, il aime le foot. Quelles sont ses attentes? D'où vient l'argent de Merlin? Et comment vous comptez rembourser les dettes? Et il n'y a eu aucune réponse. C'est-à-dire qu'à cette question légitime aujourd'hui de n'importe quel supporter du LOSC, qui était là avant lui et qui sera là après lui, c'est notre force à nous, supporters. C'est qu'on a ce club dans le sang. Parfois, nos pères, nos grands-pères l'avaient aussi dans le sang. On est en droit de savoir d'où vient le pognon et il n'y a pas de réponse. Et il nous a dit clairement, l'étang, je ne répondrai pas plus aujourd'hui que dans 3 semaines. Pourtant, dans 3 semaines, j'aurai fini mon état des lieux, mais je ne répondrai pas à cette question. Donc, on ne saura pas d'où vient le pognon. Le pognon, on sait, Merlin, c'est un fonds, c'est comme Elliott. Ils font le même boulot. Martin Peterman, là, le boss de Merlin, il a fait partie des gens qui ont conseillé Elliott sur la dette argentine. Ils font le même job. Donc, c'est la même chose. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et les personnes, je pense, qui voient les choses de manière un peu idéale, j'espère qu'ils ont raison. Mais moi, je reste encore sceptique parce que je n'ai pas une grande confiance en la finance de marché. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a l'analyse de la conférence de presse, il y a certains points ont été finalement confirmés lors de la réunion des supporters à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister, d'autres pas du tout. Alors d'abord, je voudrais revenir sur un bout de phrase que tu as utilisé, la notion du football business avec les fans et puis les supporters. Dans le discours d'Olivier Létang ce soir, alors c'était face aux supporters évidemment, c'était pas du tout cette notion de fan qui apparaissait. C'était vraiment cette notion de supporter avec des partenaires du club qui étaient dans l'environnement direct du club et qui participaient à la vie du club. Donc contrairement à l'époque finalement précédente où on était vraiment dans cette notion de fan ou de la personne qui achète des maillots et sur lequel on essaie de construire. Alors c'est peut-être des paroles de bienvenue face à des paroles de circonstance, j'en sais rien, comme tu le disais, je crois qu'on va utiliser beaucoup cette phrase aujourd'hui. On va voir avec le temps. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, notamment par rapport à la réunion de supporters, et puis après on fera un tour de table finalement pour à la fois avoir vos sentiments et peut-être qu'on puisse y répondre par rapport à la conférence de presse et à la réunion. Donc deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est notamment le sportif et le financement. On a posé la question sur le financement, c'est même moi qui l'ai posé cette question, en disant voilà, on parlait de cessation de paiement, ce qui est quand même très violent comme acte économique. On n'est pas dans un club surendetté, là on est dans un club qui n'a pas les moyens de faire face à ses charges. Donc on est dans une situation économique qui est catastrophique et qui ne s'est pas créée comme ça en quelques temps. Alors, donc moi, je posais la question, d'abord, comment il envisageait finalement de rétablir
un LOSC équilibré sur le plan des finances, en dehors des 50 millions qu'il a annoncé qui vont venir s'injecter comme trésorerie pour terminer l'année, pour faire simple. Donc, je lui ai posé la question. Vous avez évoqué notamment la masse salariale avec 55 joueurs sous contrat, ce qui est un effectif pléthorique, avec des joueurs qui sont prêtés, des joueurs qui sont jamais venus à Lille, hein, et je ne parle pas de Florian Thauvin, c'est des joueurs qui sont même encore moins venus à Lille que Florian Thauvin. Donc, une masse salariale qui est astronomique, et ce que j'ai appelé devant lui des frais connexes finalement à la masse salariale, sous-entendu finalement les commissions d'agents, et donc comment vous allez réduire ça? Et il a repris cette expression en disant que dans les économies qui étaient possibles, il y avait effectivement la masse salariale sans faire partir des joueurs, sans s'appauvrir sur le plan sportif, parce que son premier objectif, sinon il ne serait pas venu, je reprends ces termes, c'est d'avoir un LOSC compétitif. Donc c'est en dehors de ça, c'est de travailler finalement sur la partie inusité finalement de la masse salariale. Et surtout, tous les contrats d'entreprises connexes entre guillemets qui font fonctionner le club, par exemple le recrutement, par toute une série de prestations de services qui sont aujourd'hui externalisées, seraient reprises en tant que salariés par le club. En clair, ils vont créer une cellule de recrutement, ce qui permettra, sous-entendu, de limiter ces coûts de scouting entre guillemets qui, alors il l'a pas dit, je le répète, ça c'est une interprétation de ma part, mais qui viennent plomber les finances du club. J'ai également posé la question de savoir si la nouvelle configuration des financements du club allait permettre de dégager des marges de manœuvre sur le plan de la trésorerie. Il a magnifiquement éludé ma question. Donc, confirmant un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le détail du projet, du montage financier et d'économie, il n'a pas souhaité répondre. Alors pourquoi? Parce que est-ce que c'est secret? Est-ce qu'il y a des accords de non-agression entre Lopez et les nouveaux dirigeants dans le cadre de la session? Tout peut s'envisager. Est-ce qu'on en saura un peu plus à moyen terme? J'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas lieu. Voilà. François, excuse-moi, le pacte de non-agression, quand il balance une bombe comme cessation de paiement en janvier, parce que c'est lui qui le dit, hein, c'est une info que seul lui a donnée, c'est un sacré tacle au niveau des genoux à Lopez. Hein. Certains supporters ont posé des questions beaucoup plus directes que ça sur la gestion Lopez. En gros, est-ce que, en faisant référence à l'article du Times qui sous-entendait qu'il y avait des sorties d'argent entre guillemets au bénéfice de certains dirigeants, il a absolument pas voulu rentrer dans ce jeu-là en disant moi j'ai rien à dire sur ce sujet. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Après, on en saura plus. On aura les journalistes d'investigation qui vont se mettre à la recherche ou qui vont confirmer finalement ce qu'ils ont déjà dit dans d'autres médias. Je crois que les choses vont ressortir dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet et je crois qu'il s'interdit de parler de finances pour l'instant, donc il faudra qu'on fasse avec. Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole, comment vous voyez vous cette situation? Alors je vois Patrice qui fait une énorme grimace, toi qui n'y croyais pas du tout la semaine dernière, comment tu réagis finalement avec cette accélération des choses? Alors, c'est très intéressant tout ce que tu viens de dire et ça devait être sympa d'être à cette réunion parce que c'est sûr que là où on en est, toutes les infos on est un petit peu à l'affût de toutes les infos, de tout ce qui arrive. Effectivement, la semaine dernière, j'étais dubitatif parce que je me demandais comment un prêteur pouvait à ce point-là virer un gars aussi rapidement qui a développé un actif aussi important. Et qui ait des résultats aussi imposants qu'a eu Lopez, mine de rien, parce que ça, il faut quand même le saluer. Après, sa gestion, justement, je ne l'avais pas entrevue et je ne savais pas à quel point elle était a priori aussi calamiteuse, parce que si à un moment donné il s'est fait sortir comme un malpropre entre guillemets de sa propre boîte par les gens à qui il a emprunté de l'argent, c'est quand même avant tout parce qu'il n'a pas payé ses traites, parce qu'il les a pas sortis au bon moment et parce qu'il les a mis en position de lui faire ça. Et aujourd'hui, si tu me vois avec une moue, avec la moue que j'ai, c'est qu'effectivement, moi je vais pas porter de jugement sur Monsieur Létang et la nouvelle organisation. Par contre, il y a un truc que je me dis, c'est que
Ok, il privilégie le sportif, bah heureusement, il ne va pas dire le contraire. Maintenant, il veut faire des économies, c'est sympathique. Euh, mais je vois pas comment il va faire des économies réelles, à part sur le scouting et quelques frais annexes peut-être sortis par Lopez, ça on le saura par la suite, on verra bien, ou on ne le saura jamais d'ailleurs. Mais je ne vois pas comment il fera ça sans dégraisser sur les 25 joueurs, 55 joueurs par contre, c'est ça, c'est 55 joueurs qu'on a en stock. Et moi, je trouve qu'il a quand même de beaucoup de chance parce qu'il a quand même quelques petites valeurs qui ont été développées par l'équipe précédente, qui ont été scoutées par Lopez, même si ça a coûté cher, par Lopez et Campos, bien entendu, même si ça a coûté cher. Et il a quand même quelques petits actifs. Donc j'ai quand même, je sais pas, oui, effectivement, je suis beaucoup plus dubitatif et je rejoins complètement le point de vue qu'avait Julien la semaine dernière où il disait vraiment c'est possible, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que c'est en train de se passer comme ça et je trouve pas ça super joli parce que comme j'avais dit la semaine dernière en fin de truc, si ça se passe comme ça, c'est qu'il a fait n'importe quoi. Et que ceux qui vont arriver seront pas forcément mieux que lui. Et qu'il est fou, tu avais même dit. Et qu'il est fou. Il va droit dans le mur et il y va quand même. Exactement. Et que ceux qui arrivent, seront pas forcément, je veux pas dire mieux ou moins bien, mais différents de lui. Et j'ai un petit peu l'impression de vivre ça aujourd'hui, même si je porte aucun jugement et je souhaite que l'équipe en place, comme le disait Julien, on aime tous notre club et on a envie que ça marche, peu importe qui est à la tête. Et voilà, mais c'est vrai que ça nous laisse quand même, je ne dois pas être le seul, je sais pas qui va parler après moi, mais j'imagine que tout le monde est un peu inquiet. Voilà, donc... Christophe, toi qui es un spécialiste de la finance internationale associé au football, est-ce que tu fais la moue comme Patrice? Ouais, en tant que spécialiste, non, mais c'est vrai que c'est une situation qui est quand même assez paradoxale, qu'on n'a jamais connu ça, quoi. On a Lopez qui nous a laissé, bon, a priori, pas mal de dettes, mais qui est un super joueur, comme disait Patrice, comme disait la valorisation de capital. C'est vrai qu'il a réussi à valoriser le club à un niveau assez élevé, mais à quel prix? Et donc, sa communication, c'est de dire, bon, ben, moi, je vais revenir à un truc normal, un club normal, on va se structurer, on va mettre en interne, on va organiser le recrutement, on revient sur le club d'avant, quoi, en gros. Son discours, je comprends, il veut rassurer tout le monde en disant, il se met complètement à l'opposé de ce qu'il y avait avant, quoi, en disant, voilà, on était sur un truc un peu foufou, moi j'arrive, je vais calmer les choses, vous rassurez-vous, ça va aller, Après, la situation qu'il a à gérer, je comparais la fois dernière, c'est à peu près ce qu'a récupéré Monaco après les années Campos, quoi. 50-60 joueurs sous contrat, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Si tu ne peux pas les mettre 13 à Moucron et 7 ou 8 au Portugal, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et donc, la situation est super compliquée à gérer. Bah ouais. S'il vend tout de suite, il va tout brader. Je ne sais pas comment il va gérer ça. Enfin, après, c'est son problème. Hein. Mais oui, alors moi, j'ai des craintes à court terme. Il y a déjà des rumeurs qui courent sur Sanchez, sur Botman. C'est sûr que si on se sépare de Sanchez et Botman, par exemple, on affaiblit l'équipe. Hein. Si on se sépare, voilà, c'est clair. Mais est-ce que c'est pas inéluctable avec une dette pareille? J'en sais rien, quoi. Moi, je dirais si on en perd qu'un ou deux dans les prochaines semaines, ça serait pas si mal que ça, quoi. Donc au niveau finance internationale, j'étais mauvais, hein, mais je connais rien, je connais pas grand-chose. Non, mais au point de vue du club, je dis que si on en perd qu'un ou deux cet hiver-là, d'ici fin janvier, je m'estime heureux, quoi. A priori, il y a un accord, hein, Christophe. En tout cas, les propos sont concordants entre ce qu'a dit Létang et ce qu'a dit Galtier-Smidi. Et Galtier-Smidi, il a été très précis. Il a dit si on propose 80 millions pour un joueur, donc il faisait référence à Osimhen et à Pepe avant, il dit de la même façon qu'on l'a fait avant, on le vendra cet hiver. Mais si on n'a pas ce type d'offre, on ne vendra pas. Donc a priori, il y a concordance de discours sur ce point-là. C'est ce qu'il a confirmé en réunion de supporters, à savoir que le LOSC n'est pas vendeur, ne doit pas vendre des joueurs au mercato d'hiver comme il aurait dû le faire s'il n'y avait pas eu cet apport de 50 millions. Donc ça, c'est sa version. En tout cas, ils n'ont pas de volonté de vendre des joueurs, notamment des joueurs importants,
c'est-à-dire qu'ils sont titulaires ou quasi toujours titulaires dans le groupe, sauf effectivement une offre exceptionnelle qu'on a du mal à imaginer parce que vu le contexte Covid, le contexte droit télé en France, vu le contexte économique global, c'est vrai, la tendance, elle n'est pas vraiment aux sommes folles dépensées au mercato. Je serais tenté de dire, finalement, Olivier Létang ne prend pas beaucoup de risques parce qu'en disant ça, il y a peu de chances que quelqu'un vienne faire un chèque de 100 millions pour récupérer Renato Sanchez. Mais après, si quelqu'un est suffisamment aventurier pour le faire, pourquoi pas effectivement le prendre. Par contre, il a insisté beaucoup sur donc ne pas diminuer sportivement le club, l'équipe par rapport à ses objectifs, mais et on l'avait repris un peu là-dessus, la vraie problématique, c'est cet effectif pléthorique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des joueurs prêtés à Boavista, à Moucron, en Italie, un peu partout. Ces joueurs-là n'apportent pas, parfois leurs salaires sont pris en charge par le club, donc il y a un vrai coût global et il y a une réflexion à avoir qui se fera, à mon avis, au détriment de ces joueurs, c'est-à-dire qu'ils seront soit revendus, soit les contrats seront revus. Enfin, il y a un vrai sujet. Par contre, il nous a confirmé qu'il n'y a aucun lien juridique entre Moucron, Boavista et le LOSC. Mis à part effectivement ces prêts. Donc il n'y a pas d'engagement, il y a pas, tout sera bien déconnecté et il y a des contrats de partenariat qui vont se poursuivre jusqu'à fin de saison. Et après, il verra en fonction des intérêts que ça peut avoir pour le club. Juste une remarque, Létang ne parle pas qu'à nous. Il ne parle pas qu'aux supporters du LOSC pour obtenir leur bénédiction. Il parle aussi aux autres clubs. Et il n'a pas d'autre choix que de dire qu'il n'est pas vendeur. S'il veut faire des bons coups sur le marché, il doit dire on a mis de l'argent, on est très tranquille, on n'a aucun problème d'argent et on n'est pas vendeur. Il est obligé de dire ça aux autres clubs. Il est obligé. Sinon, tous les joueurs vont se faire attaquer de tous les côtés. Bien sûr. Et c'est pour ça que les agents vont se faire attaquer. Il va y avoir des OPA partout. Et c'est pour ça que tout est communication, parce que quand il fait sa conférence de presse ouverte à tout le monde, c'est fan. Pour moi, ce mot qui pue, parce qu'encore une fois, ça veut dire que nous, supporters, on n'est que des brebis, bons à payer, machin, etc. Pourquoi ? Parce que son actionnaire l'écoute, parce que le monde entier l'écoute. Mais quand il est avec les supporters, il dit plus le mot fan, parce qu'il sait que nous, supporters ou ultras, on n'aime pas trop le mot fan. Donc il dit supporter. Tout est communication. Et c'est là où les gars sont d'excellents communicants. Un communicant, c'est un mec qui s'adapte à son auditoire. Et c'est ça qui fait peur avec ce type d'individu, c'est que, et c'est encore une fois, c'est le contre-pied avec Galtier qui est très majoritairement dans la sincérité quand il parle. Tu le vois à chaque fois qu'il prend la parole, c'est que ces mecs-là, en revanche, sont des communicants, comme des hommes politiques. Et s'il y a une telle défiance avec les hommes politiques aujourd'hui, je pense qu'il y a la même avec nos dirigeants de club, parce qu'ils pratiquent le même langage. C'est vrai. Mais comme on le disait tout à l'heure, on verra l'usage, on verra effectivement assez rapidement ce qui va se passer, comment il va s'impliquer. Je reviendrai après sur quelques petits sujets par rapport à son implication et sa volonté de s'intégrer dans la vie locale. Baptiste, est-ce que tu as une remarque à dire ? Comment tu as vécu cette semaine un peu particulière dans l'histoire du LOSC ? Bah, déjà, je tenais à dire que je pense que beaucoup l'ont compris, mais dans le football, tout va très vite. La semaine dernière, on était encore en émission à dire oui, Lopez partira pas, et en une semaine, on a un changement de directeur, de président, un changement aussi, Luis Campos qui s'en va. Enfin, vraiment, dans le football, tout va très vite. En une semaine. C'est ça, en une semaine. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Juste pour revenir juste à une seule petite chose, ce que j'ai pu discuter avec des supporters rennais, donc pour essayer de comprendre un peu qui et Olivier Létang, on nous parle, entre guillemets, qui recrute des pépites, donc ce qui va un peu au LOSC, mais c'est un homme qui aime beaucoup l'argent. C'est pour ça que je vais citer les joueurs. Rennes a perdu beaucoup, André, Sarr, Ben Sebaini, Ben Arfa ou plein, à cause de l'argent. Donc c'est ce qu'on me parlait, mais en tout cas c'est un homme vraiment sympathique. En tout cas c'est un homme qui aime le football et on l'a vu lors de ses conférences de presse d'ailleurs. Moi, si je peux me permettre, avoir fait partir André de Rennes, c'était pas une mauvaise décision sur le plan de gestion. Ça fera l'objet de Lille PSG tout à l'heure du débrief. Voilà. Donc après, donc je le répète, on est vraiment à un moment où on doit finalement faire confiance et voir comment ça se positionne. Mais c'est vrai qu'Olivier Létang, dans sa communication, que ce soit supporter ou que ce soit presse, a eu
volonté de s'intégrer, de préciser qu'il allait être un président qui sera au quotidien dans le club, ce qui va nous changer. C'était pas la première caractéristique de Gérard Lopez. Que c'était un président d'un club qui voulait s'inscrire dans la vie sociétale en participant à des actions, en faisant, en demandant aux joueurs de s'intégrer, de participer à des actions qu'il est en train d'essayer de réfléchir avec ses équipes. Donc on sent une volonté de s'intégrer dans son discours. Un supporter lui a même posé la question de façon assez maladroite en disant est-ce que vous êtes là pour 1 an, 2 ans ou est-ce que vous voulez vous inscrire dans la durée? Et donc il a reconfirmé que son objectif c'était pas de venir de brader les joueurs, l'équipe, récupérer du cash pour rembourser la dette. Que si c'était ce qu'on lui avait demandé de faire, il serait pas venu. Lui, il était venu pour s'intégrer dans un projet sportif au moins à moyen terme. Je le répète, ça vaut ce que ça vaut. Hein. A priori, il a peut-être pas encore demandé. Hein. A priori, il a une bonne figure et le premier abord, c'est qu'en tout cas, s'il est un excellent communicant, il a l'air très sympathique. En tout cas, il est très abordable dans les échanges qu'on a pu avoir, en dehors des moments où on lui a demandé des renseignements sur le montage financier de la reprise du club. Il n'a pas répondu du tout là-dessus. Hein. Il n'a pas du tout. Non. Par contre, il a donné une information qu'il avait déjà donnée en conférence de presse, parce que tout le monde s'est interrogé sur la soudaineté finalement du rachat des parts, et lui, il a confirmé qu'il était sur le dossier déjà depuis 2 mois et demi, 3 mois, ce qui paraît logique. Hein. Les repreneurs ne sont pas arrivés comme ça en claquant des doigts en disant voilà, on a une structure, on reprend. Donc en fait, le dossier date déjà de 3 mois, ce qui confirme que Gérard Lopez était parfaitement au courant de ce qui se passait, de ce qui se tramait de toute façon. Oui, et c'est ce qui rend fou quand on pense à l'interview qu'il a fait, mais 3 jours avant. C'est dingue. C'était un baroud d'honneur et ça a été expliqué par certains commentateurs. C'est certainement pour sortir la tête haute et continuer à investir dans le football en gardant une bonne image. Parce qu'il y a quand même beaucoup, on le voit sur les forums, beaucoup de gens qui disent Lopez part comme ça, il n'aura même pas eu un tour d'honneur auprès des supporters. Pauvre Lopez, il nous a tellement apporté. C'est ça que tu lis sur les forums. Parce que beaucoup de supporters sont dans cet affect à ne s'intéresser, et ils ont certainement raison, parce qu'ils dorment mieux que nous, à s'intéresser qu'aux sportifs. Et le sportif, en effet, ça a été remarquable. Et lui, c'est auprès de ces gens-là, parce qu'il sait que la Vox Populi, c'est important, c'est un levier de communication qui est important. Et c'est ce qui lui permet, là, juste avant qu'on commence, de dire « je continue avec Moucron ». Parce que c'est pas parce qu'il a arrêté avec Lille qu'il n'a plus des parts dans Moucron. Et là, il continue avec Moucron. C'est ce qu'il a dit au sortir de sa réunion. Tu l'as vu? Voilà. Ouais, mais tu as raison. C'était son baroud d'honneur. Mais moi, c'est fait bon. Oui, pour toi, c'est incompréhensible, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. C'est un peu cette analyse justement du baroud d'honneur, de la sortie grandie finalement des événements, de la revente du club pour le bien du club. Moi, qui me fait penser que dans aussi le discours d'Olivier Létang, qui est très discret sur la reprise, sur les conditions financières de la reprise, c'est qu'il y a aussi un pacte de non-agression, justement, ça fait partie du deal, à savoir on récupère, on prend en charge une partie de la dette avec une décote, en contrepartie, on la ferme. Arnaud, je te vois très dubitatif là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Personnellement, j'ai pas été conquis du tout par Létang. J'ai bien écouté sa conférence de presse. On ne sait rien réellement. On ne connaît rien au niveau de son financier. Ça, c'est le pire, on va dire, là-dedans. On ne sait pas. Et ils ont tout ce qu'il a pu lâcher. Je crois que c'est ils allaient mettre 50 millions, je crois, de suite. Mais après, on ne sait pas combien ça a été repris, quelles ont été les dettes réelles. Est-ce que réellement Lopez n'avait pas payé les 100 et quelques millions de reste qu'il devait payer à cette date-ci? Ou alors est-ce qu'il s'est fait, excusez-moi l'expression, mais est-ce qu'il s'est fait entuber, mais bien? On sait pas exactement ce qui s'est réellement passé. C'est ça qui m'embête le plus, parce que c'est vraiment la langue de bois totale de sa conférence de presse. Il en aurait fait une ou il n'aura pas fait de conférence de presse, c'est pareil pour moi. Hein. On sait rien de plus. Hein. Donc après, ce qui s'est dit ou pas, on verra par la suite. Mais si j'ai entendu aussi que dans 3 semaines, il n'y a rien à dire de plus,
À un moment donné, il faudra qu'ils disent quelque chose, hein, parce que c'est bien gentil de balancer. Il va pas nous faire une martèle en disant oui, c'est marqué sur mon iPad que les fonds arrivent. Non, moi je voudrais voir un peu des chiffres. Je voudrais bien voir des chiffres parce que c'est bien gentil. On nous dit que Lopez a, entre parenthèses, balancé le LOSC et que ça allait être en cessation de paiement au mois de janvier. Mais ça, on n'en sait rien. Franchement, on ne sait rien. On ne sait pas ce qu'il y a de nouveau. On est vraiment très. Moi, je suis interrogatif, on va dire. Alors, on aura des informations assez vite parce que n'oubliez pas que début janvier, le 4, si je ne me trompe pas, le LOSC passe devant la DNCG. Alors, on n'aura pas toutes les informations parce que la DNCG ne va pas étudier le passif du club et elle est informée de la reprise, donc elle a des informations, mais elle va surtout communiquer sur la viabilité du projet pour terminer la saison. Donc, ça veut dire que pour rebondir sur ton expression, Olivier Létang ne pourra pas faire une martèle parce qu'il faudra qu'il mette l'argent sur la table au moment de janvier. Je pense qu'il y a, en tout cas, un meilleur que les dirigeants de Merlin, un meilleur fax que Mamadov. On ne sait pas, après c'est peut-être un pro aussi, hein. Létang c'est peut-être un pro. Hein. Je ne sais pas si on a. Je pense qu'on a perdu du monde. On verra. Est-ce qu'il y a des réactions sur Twitch ou sur Facebook? Il y a Stéphane Malaquin qui dit que sur l'équipe, il a entendu que l'équipe affirme que c'est Elliott qui finance Merlin. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Ah oui, alors ça, voilà, est-ce qu'il y a eu des questions là-dessus, justement, ce soir, François, sur est-ce qu'Elliott est encore là? Est-ce que parce que là, tu vois, ça, moi j'aimerais bien savoir, mais ça il le dira pas, mais ça j'aimerais bien savoir. Il n'y a pas une question directe. Il n'y a pas une question directe. A priori, Merlin a ses propres fonds. C'est un Elliott, entre guillemets, c'est l'équivalent. Je sais que Julien est peut-être autant spécialiste que moi. Pour moi, Elliott n'est plus présent, mais c'est Merlin qui a pris le relais d'Elliott. Julien, j'ai à peu près compris le montage, selon toi? Bah, t'as compris le montage, sauf que cette dette, c'est Elliott qui l'avait. Martin Peterman, c'est quelqu'un qui a des liens très forts avec Elliott. Est-ce que Elliott n'est pas encore derrière? Rien ne nous le dit. Donc moi, je trouve la question de Patrice très légitime et très finaude parce qu'on comprend bien qu'il y a une moitié de réponse dans ce qu'il dit. Moi, je pense qu'en effet, qu'Elliott est encore là. Ah, ils ont la main. Pourquoi ils la laisseraient comme ça d'un seul coup? Et pour combien? Donc à un moment donné, si vraiment ils avaient lâché la main, ils pourraient lâcher le steak en disant voilà, nous il nous fallait 110 ou 140 millions, ils nous les ont mis sur la table, Lopez nous les payait pas, ils nous les ont mis, on est parti. Ce serait facile de dire ça. S'ils le disent pas, c'est qu'il y a. Enfin, je sais pas. J'ai posé la question d'une façon un peu plus. La question, quoi. J'ai posé la question d'une façon un peu plus détournée, en sachant que voilà, est-ce que la nouvelle structure de financement du club, est-ce qu'elle est génératrice d'éventuelles économies budgétaires? En gros, on sait qu'avec Elliott, on suppose qu'avec Elliott, on avait une dette qui était importante en valeur absolue, avec des taux d'intérêt annoncés à 2 chiffres sur des durées relativement courtes. Je ne vais pas faire le spécialiste en calcul financier, hein, même si pourquoi pas, mais éventuellement je pourrais, mais plus la durée de remboursement d'un prêt est courte et plus le taux d'intérêt est élevé, forcément les échéances sont énormes et viennent obérer la capacité de financement du club. Si dans le cadre du montage, au lieu d'être à 15, on est passé à 9 ou à 10 et qu'au lieu de 3 ans, on a rallongé de 5 ans, ça peut générer des sources d'économie. Et là, je réponds à ta question, Julien, ça peut être une piste. Il a joyeusement pas entendu ma question, en tout cas il n'a pas voulu y répondre, et il s'est concentré effectivement sur cette information qui, moi, m'a fait réagir, à savoir qu'ils allaient travailler sur la masse salariale, donc je reviens sur les fameux joueurs qui ne sont pas utilisés par le club, et sur les contrats de prestataires. Et moi, alors, il n'a pas dit comme ça, il a simplement dit et sur les contrats de prestataires. Mais moi, avec ce qu'on a lu dans la semaine, les vidéos de Molina, les articles de Mediapart de Yann Fossé,
usuriers ou tout ce qu'on a pu récupérer, où il y a des suspicions finalement, je ne vais pas dire d'enrichissement personnel, parce que là on serait dans du délit, dans du La délit diffamation, ça, monsieur Stock, attention. et de la diffamation, mais est-ce qu'il y a eu finalement des entreprises qui ont bénéficié finalement de la largesse du club en touchant des commissions pour des recrutements ou des choses comme ça? Je ne sais pas, c'est ce qui pourrait être sous-entendu, en tout cas c'est ce qui est dit dans certains médias parallèles, entre guillemets, ou officiels, dans les articles sur la vie du club. Donc ça, on le saura peut-être un jour. Tu crois que c'est possible? Et par contre, si c'est réel, ça peut être effectivement une source d'économie à intégrer tout ça dans un fonctionnement interne. Et donc, on aurait une deuxième piste d'économie pour le club pour permettre sa solvabilité à moyen terme. Alors, je ne sais pas si on a perdu Christophe. Ouais, je pense Je pense qu'on a perdu Christophe. Par contre, j'ai une chose à dire, c'est que Stéphane Malaquin qui dit une des rumeurs dirait que Campos touchait à chaque mouvement de transfert et entrée de sortie de joueurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce serait 13%. Ouais. Donc ça peut être ça aussi là-dedans. Il y a des chances que de toute manière, moi j'imagine que Campos n'est pas venu pour rien comme ça, parce que il y a quand même le choix d'aller un peu partout, donc je pense qu'à un moment. En tout cas, je suis rassuré avec ce que vient de dire Stéphane. C'est pas moi qui serai attaqué en premier pour diffamation. Sur ce que tu dis, François, parce que tu parlais de Molina, moi j'ai retenu une chose de la vidéo de Romain Molina, une chose essentielle la semaine dernière, c'est qu'il montrait les derniers bilans comptables et il s'arrêtait beaucoup sur autre charge, qui a complètement explosé et qui est un espèce de fourre-tout en termes de compta où on y met un peu ce qu'on veut. Et on voyait qu'on était, alors je parle de mémoire, mais qu'on était passé avant l'arrivée de Lopez de 30 à 60 millions. Déjà, si tu économises 30 millions, et on peut imaginer que, en tout cas, c'est ce que disait Romain Molina, on y retrouve beaucoup de commissions, de rétro-commissions, etc. Si déjà tu viens réduire cette enveloppe-là, 30 millions par an, c'est pas dégueulasse. Hein. Ça peut être pas mal. Et je pense qu'on va bientôt finir, donc j'aimerais bien finir quand même sur une note d'espoir. C'est que dans le parcours personnel d'Olivier Létang, moi je vois le LOSC comme, si tu veux, son sommet. Et ça, j'aime bien parce que je me dis que dans l'ego d'un individu, je ne le vois pas venir, je suis un peu naïf, que pour l'oseille. Pourquoi ? Il était joueur de foot et directeur administratif et financier de Reims. Il devient directeur sportif du PSG, il passe une marche. Il devient président de Rennes, il passe une marche. Et j'ai la faiblesse de croire qu'en termes de structuration et de club, le LOSC est un club supérieur à Rennes. Donc en devenant président du LOSC, il passe encore une marche. Et pour cette raison-là, s'il venait, et je me mets à sa place à lui en fait, j'essaie de me mettre dans ses pompes, s'il venait que pour faire un coup financier et pour engraisser Merlin, je trouve que par rapport lui à ses ambitions personnelles, à son ego, ce serait bof, c'est pas terrible, tu vois. Alors que faire réussir le club, comme il le dit, il peut faire un beau truc en étant un grand président, et j'espère que c'est ça qu'il va aller chercher pour se nourrir lui-même, c'est de devenir un grand président du LOSC. C'est vraiment tout le mal que je nous souhaite surtout. On croise les doigts. Est-ce qu'on m'entend là? On t'entend, Christophe. Alors, on a été très bavard sur le sujet. Tu as quelque chose à rajouter, peut-être? Ouais, je vais juste dire un truc super important. Si on a fini de comprendre les finances du LOSC, est-ce qu'on peut disséquer le transfert d'Osimhen? Parce que j'ai rien compris quand ça Osimhen. Par contre, Christophe, si tu pouvais remettre ta caméra, c'est bien. Il y a besoin d'une émission pour le transfert d'Osimhen. Tout à fait. Il faut qu'on apprenne à parler l'italien. Il faut qu'on sorte une calculette et qu'on essaye de retrouver tous les petits justement. Déjà qu'on arrive à retrouver où sont partis tous les joueurs qui ont été prêtés dans le cadre du dossier. On ne sait pas où ils sont. Il nous faudra une boussole pour ça. Donc, on dit qu'on consacrera une émission complète à la recherche du trésor caché de Luis Campos et on aura l'occasion d'en revenir. En tout cas, on aura l'occasion de revenir, je pense, dans les prochaines semaines, beaucoup sur ce sujet. Donc, on aura des informations qui vont arriver très très vite. Je voulais juste terminer sur une citation de Georges qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous suit sur le Facebook d'Alain LOSC et qui nous dit que Merlin l'Enchanteur a amené la Dame du Lac et Merlin Partner nous amène Monsieur de l'Étang. Donc c'est une petite boutade. Très beau. Ça nous permet de terminer d'une façon un peu poétique ce sujet, donc sur lequel on aura certainement l'occasion de revenir.
et sur lequel je pense qu'il faut être positif. En tout cas, ça va être moi ma conclusion. Il est temps d'être positif, oui. Voilà, il est temps d'être positif. De toute façon, on ne maîtrise pas du tout les sujets financiers, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Comme je le disais à nos amis de la Voie du Nord, pour moi, que ce soit Elliott ou Merlin, c'est bonnet blanc, bonnet, c'est des finances internationales, donc ça nous échappe, ça ne nous concerne pas finalement. Moi, j'ai autre chose. Hein. Moi, je dirais chez tout dit le même Berdoul. J'ai tout dit le même Berdoul. Ouais. Et on jugera sur les faits, on jugera sur la qualité de l'équipe, on jugera sur l'investissement du nouveau président dans la vie citoyenne, et on jugera sur les résultats sportifs et j'espère sur la poursuite du travail de Christophe Galtier. Et voilà, il faut revenir sur des sujets qu'on maîtrise et sur lesquels on a vraiment envie de parler, plus que les finances et les filiales aux îles Caïmans, qui sont des sujets qui sont quand même assez rébarbatifs. J'aime pas trop les initiales non plus. Ouais. Ah oui, d'accord. Ne tombons pas dans la théorie du complot, mon cher Christophe. Deuxième sujet de cette émission, donc un sujet plus traditionnel. On revient aux fondamentaux du bistrot d'Aller le LOSC. Qu'est-ce que c'est que ce match? Lille-PSG, un duel au sommet. Premier match depuis je ne sais plus combien de temps où le LOSC n'a pas réussi à mettre un but pendant l'heure et demie de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qui veut commencer? Alors Christophe, je te vois pas, mais je suis sûr que tu trépignes d'envie de commencer à nous analyser ce match Lille-PSG. Bah oui, alors le match, c'était un match très très tactique. Avec franchement Thuram, ce qu'il avait mis en place, c'était pas mal du tout. Hein, son 5-3-2 ou 3-5-2, je sais pas comment on appelle ça, parce qu'il nous a bien bloqué les côtés. Ils nous ont bouffé au milieu avec leur premier de terrain et on a eu un mal de chien à sortir des ballons propres et à pouvoir attaquer. Et c'était vraiment compliqué. Et franchement, en première mi-temps, si on n'en prend pas un, c'est déjà beau parce qu'il y a quand même eu des balles super chaudes sur notre but. Début de deuxième mi-temps, pareil. Et quand ça commence à se décoincer, c'est con qu'on n'a pas eu le petit truc pour marquer parce qu'il y a quand même moyen de marquer un but derrière. Ça aurait été un match heureux. Hein. Oui. Mais il y avait moyen de l'accrocher ce match-là. Donc, un beau pari, bien collectif, sans ses stars, enfin avec Mbappé à la fin, mais bien collectif. Et ce pari-là, il est plus emballant pour moi avoir joué avec ces stars qui se la jouent un peu, quoi. Et je trouve qu'on a eu beaucoup de mal et qu'on a été vaillants quand même. Tout le match, on a été vaillants. On est au milieu de terrain, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour résister, mais on était à 2 contre 3 au milieu de terrain, c'est un peu compliqué. Enfin voilà, on a été un peu bouffé à ce niveau-là. Mais beau match intéressant. Patrice, est-ce que tu es du même avis que Christophe? Paris est-il meilleur sans Neymar et sans Mbappé? Je suis du même avis un petit peu. C'est-à-dire que effectivement, j'ai trouvé que Paris, sans ses stars, a joué beaucoup plus collectif qu'à l'accoutumée, où ça balance devant, Neymar, Mbappé, et démerdez-vous. Mais bon, maintenant, attention, s'il y avait eu les deux, ils auraient peut-être joué moins collectif, mais on serait peut-être pris d'eux aussi. Hein. Donc voilà, il faut tout regarder. Mais par contre, c'est vrai que c'était plaisant. Et l'opposition, du coup, était très plaisante. Maintenant, moi, j'ai trouvé qu'on n'avait pas le mordant habituel. Ça manquait cruellement de mordant, mais en même temps, on joue tous les 3 jours. Les gars étaient fatigués, ça se voit. Il y en a qui sont rincés, qui n'en peuvent plus, ça se voit. Même André, quand il est sorti, c'était plus possible. Il savait plus où il était. Il a fait un match héroïque, mais il savait plus où il était. Et comme disait Christophe, effectivement, ça aurait pu à un moment bien tourner. Sans Kimpembe, je me demande comment il n'y a pas but après pour nous. Hein. Ouais. Il fait un truc qu'aucun joueur. Je pense, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un sauvetage de ce genre depuis très longtemps en Ligue 1. Il nous fait un truc, mais qui vient d'ailleurs. En Ligue 1, Patrice, dans Olive et Tom, c'est des trucs que tu vois. C'est ça, mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai. Oui. Mais tu as entièrement raison. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux, mais bon, c'est vrai qu'on peut. Je pense que les deux équipes étaient satisfaites à la fin du résultat, mine de rien. Et puis, les gars, on est quand même encore leader. Hein. On est encore leader. Après avoir joué Paris, tout ça, voilà. C'est demain le match. Et ouais. Ça va être dur, hein, mais ouais, parce qu'ils sont bons chez eux aussi. Hein. Montpellier, mais
Moi, j'ai trouvé ça plaisant et bien entendu frustrant. On a l'habitude toujours de marquer, mais en tout cas, c'était un beau match. Baptiste, comment tu as trouvé ce PSG où le PSG effectivement a dominé sur le terrain, 70% de possession contre 30 pour Lille, mais finalement au niveau des tirs, c'est 8 partout avec un peu plus de tirs cadrés pour Lille. Finalement, Paris était très dangereux sur des tirs non cadrés, des ballons qui sont passés devant le but. Comment tu analyses ce match finalement, toi, Baptiste? Alors tout d'abord, je vais juste revenir sur une stat, c'est 29 buts que l'on avait mis C'est ça. chaque match, donc c'est à chaque match 29. Voilà, je peux revenir là-dessus. Juste aussi, Je savais voilà. que je pouvais compter sur Baptiste pour compléter mes propos complètement imprécis. Et c'est énorme. Ouais, mais 29, Stat c'est énormissime. incroyable. Franchement, ouais, 29. J'ai rarement vu des clubs en mettre 29 en 29 matchs, enfin plus qu'en 29 matchs quoi. Mais donc du coup, pour revenir pour le match de Paris, ce fut déjà un beau match sans l'être. Ce fut une rencontre essentiellement composée de centres du côté du PSG. Il y a beaucoup de centres de Di Maria qui venaient souvent au second poteau d'ailleurs, qui n'étaient pas assez maîtrisés parce que souvent c'est Florenzi qui la reprenait au deuxième et bon après derrière ça faisait souvent pas beaucoup d'occasions. Du côté de Lille, ce fut un beau match, mais on n'a pas vu la même équipe que d'habitude, je trouve, par rapport à leur envie. Alors même s'il y a une envie de gagner, on n'a pas vu cet esprit rageant, entre guillemets. Et je vais dire un dernier point, mais je l'ai oublié. Donc, ça qui est bien. Mais moi, je suis d'accord avec ton dernier point, Baptiste. Ouais, moi, Je suis ouais, d'accord avec c'était toi. bien le dernier point. Et c'est tout à fait ça. Bon, je m'en souviendrai peut-être. Ah ouais, juste Par rapport à un aussi- joueur, non? Peut-être par rapport à un joueur ou quelque chose, non? Non, je m'en souviens plus. Non, juste pour dire aussi que on parlait de grands matchs et comme certains disent, dans les grands matchs, on voit les grands joueurs. Benjamin André. Voilà, je vais finir là-dessus. Ah oui. Tu anticipes la Eh prochaine. oui. J'ai essayé de retrouver aussi ce que je voulais dire. Ah oui. Et avez-vous remarqué quand même tactiquement, au bout d'un certain temps, Ah. Botman sur Keane, Ouais. ça se voit plus ça. Ça se voit plus. Une individuelle comme ça, à ce niveau-là, ça ne se voit absolument plus. Et Keane, je suis sûr qu'il nous en mettait un sans cet individuel de folie qu'il nous a fait pendant les 40 dernières minutes. Oui, Botman Ouais. fait un gros match. C'est vraiment un gros match. Ouais, juste, ouais, j'ai retrouvé mon truc, juste pour dire, voilà, qu'on critique beaucoup un joueur Jonathan David, et je pense que beaucoup le critiquent, mais dans le match, je pense que l'élément déclencheur, je pense que c'est l'entrée de Jonathan David, tout le monde dit, son entrée a fait beaucoup de mal aux Parisiens, et il a développé de l'espace pour d'autres joueurs, et franchement, Ouais. on parle qu'il marque pas, mais franchement, il a fait un super match. Mais absolument d'accord. C'est une histoire de complémentarité, hein. Moi, ma réflexion à la fin de ce match, c'est de dire que la paire Bourak-David, elle fonctionne mieux que Bourak-Yazici, quoi. C'est le bilan qu'on peut faire. C'est certainement ce qu'il aurait fallu faire. Bourak et Youssouf sont un peu, peut-être pas marchés sur les pieds, mais en tout cas, semble-t-il, n'ont pas respecté les consignes. Et c'était intéressant d'écouter Benjamin André à la mi-temps qui reprochait en creux aux deux Turcs de remiser en arrière plutôt que de provoquer, de faire des appels, parce que il précisait bien que les gars décrochaient énormément, alors qu'a priori, il fallait étirer la défense du PSG, et tu le voyais un peu énervé, donc ça, c'était intéressant. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce match, parce que je pense que quand on veut atteindre des objectifs aussi élevés que ceux qui sont les nôtres, il faut savoir ne pas perdre ses matchs. Et c'est ce que dit Joseph Fonté à la fin. Ouais. Et ça, c'est la marque des grands. C'est-à-dire que quand tu joues le PSG, qui est l'équipe la plus forte de France, que quoi qu'il arrive, quand le 11 titulaire est là, c'est l'équipe la plus forte de France, bah, faire nul à une période où tu es tellement fatigué. Et pareil, hein, conférence de presse tout à l'heure, Benjamin André, à la question « Êtes-vous fatigué ?» Ça y est, hein, le mec, il lâche le frein, mais ouais, on est mort, on est crevé. Donc, tu vois, on ne le cache même plus, alors qu'il y a encore un match demain contre Montpellier. Ouais. Et Benjamin André, il dit, on est cramé. Mais ça se voit, il est cramé. C'est pas révéler un secret. Enfin, on le voit, on le sent. Et moi, je trouve que faire un tel match en étant aussi fatigué physiquement, peut-être moralement, parce que, enfin, dites-vous bien que regardez, nous, le temps qu'on a mis à chercher des infos, à parler entre nous de tout ce qui se passait, imaginez quand vous êtes un joueur du LOSC. Ça doit être le même truc. Ouais.
Donc les mecs, psychologiquement, ils sont rincés parce qu'ils se disent à quelle sauce on va être mangé, est-ce que tout ça est vrai? Ils se posent les mêmes questions parce qu'ils ont le même niveau d'infos, c'est ce que rappelait Benjamin André. Hein. Parce que lui, il est comme Galtier, il dit nous on a été payés, donc pour nous tout va bien, on n'est pas dans les bureaux, et du jour au lendemain, notre président s'en va, il y en a un autre qui arrive. Ouais, c'est barge. Ça doit pas être facile. Et les gars arrivent à faire nul contre un PSG qui a quand même été très bon, avec un Marquinhos de niveau international, un Verratti que Paris a retrouvé. Verratti, je l'ai trouvé. Moi, j'ai pris mon pied à voir jouer Verratti. Ouais, il manquait Neymar, donc c'est ce que disait Patrice tout à l'heure. Avec une starlet, avec Neymar, il se passe quoi? Est-ce qu'on aurait pris une branlée ou pas? Bon, on peut se dire aussi que ça aurait écarté le jeu, il se serait passé plus de choses. Donc, il y aurait peut-être plus de buts des deux côtés, d'ailleurs, parce que Neymar, quand il ouvre le jeu pour tout le monde. C'est ça. Et on aurait vu un match plus ouvert si Neymar aurait été là. Donc là, on a vu un match tactique fermé, un peu comme le début de match contre Monaco. Et peut-être qu'avec Neymar, on aurait vu un match ouvert. Mais le résultat, pour moi, il est fondamental pour un club qui, comme nous, a envie d'être premier ou deuxième de ce championnat. Je rebondis juste sur ce que tu disais sur la réaction des joueurs en absence d'informations sur la reprise. Olivier Létang nous disait qu'il avait rencontré les joueurs en début de semaine, donc il a pu entre guillemets, les rassurer, ou en tout cas avoir un discours avec eux, et que visiblement il avait constaté, et c'était confirmé par Christophe Galtier, qu'ils avaient réussi à faire la part des choses, même si ça a certainement travaillé quand ils sont au fin fond de chez eux, seuls face à la réflexion, mais en tout cas globalement, et les résultats, je pense, contre Dijon et Paris le prouvent, ils ont réussi à faire la part des choses entre le non-sportif et le sportif, et ça, il faut savoir leur rendre grâce. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce match? Et après, peut-être que je voudrais revenir sur l'action, l'occasion lilloise et le sauvetage parisien, avoir vos avis sur cette action. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Tout a été dit quasiment, et puis c'est vrai que, comme dit Jim aussi, Jim Rissel sur le chat de Twitch, d'accord, il n'y avait pas de grandes stars, mais il y avait quand même un grand retour, enfin deux grands retours, c'est Verratti et Marquinhos. C'est ce que vous avez dit, hein, donc c'est ça. C'est la colonne vertébrale du PSG, ça. Hein, donc c'est très haut niveau aussi. Et après, Kimpembe, ce qu'il a fait, tu vas revenir à François, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Je pense que on ne verra plus ça, au moins cette année, ça c'est sûr. Un truc pareil, hein, mais bon. Peut-être que certain, c'est qu'il ne refera plus ça cette année, en tout cas. Lui, à titre personnel. Par contre, et Navas, et on n'a pas parlé de Navas, parce que la colonne vertébrale, c'est Navas, Marquis, Verratti, Neymar. Quand les quatre sont là, on les a rarement vus perdre un match, les gars. Et Navas, il n'a rien eu à faire, mais il n'a rien eu à faire aussi, parce que je pense que quand ce mec est dans les buts, on le sait, on a déjà joué gamin contre des mecs, et tu sais que le gardien est fort, tu ne feras pas pareil au but. Pour mettre un but à Navas, tu sais que faut y aller. Le mec est tellement fort. Donc je pense que d'ailleurs, je pense que Maignan, là aussi, ces gardiens qui sont tellement forts, ils arrivent à prendre un dessus psychologique sur l'adversaire. Et j'ai pas parlé. Exactement. Et j'ai pas parlé de Maignan tout à l'heure, mais cet arrêt qu'il fait, et d'ailleurs, il faut noter cette passe que lui fait Fonté finalement. C'est incroyable. Quand on voit au ralenti, on voit que Fonté regarde Maignan, il fait la passe à Maignan. Et l'arrêt de Maignan, c'est avec ce dont on va parler là, François, le geste de Kimpembe, c'est les deux moments clés du match, quoi. Exactement. Et tu fais bien de parler de la passe de Fonté, parce qu'effectivement, c'est un geste exceptionnel. Il faut une confiance en ton gardien. Et c'est énorme. Et c'est vrai que moi, j'ai vu les consultants, même télé, toutes les chaînes, j'ai regardé après, personne n'en parlait. Les mecs n'avaient même pas vu, la plupart, que c'était une passe de Fontaine. Et on le voit qu'au ralenti, parce qu'on voit son regard et on voit son tête, et tu comprends que c'est une passe au ralenti. À vitesse réelle, l'équipe peut le voir quand même. Hein. Ils sont 15 à regarder, il y en a un qui peut le voir quand même. Hein. Enfin, je sais pas, moi je dis ça. Déjà contre Dijon, il avait tiré dans le but à Fontaine. Moi, je pense que demain, Montpellier va marquer un. Il se donne du mal, tu veux dire, il se donne du mal. Ouais. Voilà, justement, alors, sur cette action, on souligne le défenseur parisien qui fait un retour exceptionnel. Est-ce qu'il n'y a pas une action qui est mal jouée finalement par les Lillois? On a l'impression qu'Yilmaz pousse loin son ballon.
il rate un peu son contrôle. On a un joueur qui est à gauche. Alors, j'ai pas vu le match en direct, donc je n'ai vu que le ralenti. Bamba, Il y a un joueur qui est à gauche, c'est Bamba, je crois. Est-ce qu'il n'aurait pas dû Il y a Wea à droite. intervenir pour passer le ballon à Wea qui était complètement démarqué? Est-ce que c'est pas les Lillois qui ont manqué un peu finalement de clairvoyance sur cette action, autant que le retour du Parisien? La réponse est dans ta question. Hein. Si. Si. T'as tout dit, François. Mais oui, de toute façon, Bourak n'était pas dans son assiette. Hein, il fait pas du tout un grand match. Et là, il fait un mauvais choix. Il fait clairement un mauvais choix. Il a une solution à gauche, une solution à droite. Il veut sauver la patrie tout seul. Un peu à la Neymar, d'ailleurs. Et c'est une erreur. Christophe. Ah ouais, tu crois pas, Christophe? Non, parce que quand il récupère, c'est lui qui récupère le ballon. Il récupère le ballon, il arrive à la remettre dans le sens du jeu, à la récupérer avec un espèce de contrôle orienté. Et sur sa reprise d'appui, il fait son contrôle trop loin. Ouais, et après, ça. il ne peut plus jouer le ballon. Mais moi, je pense que s'il avait trop loin, il la mettait à David à droite ou à Bamba à gauche. C'est ça. Il n'y a pas de problème. C'était pas Wea, c'était David, hein, effectivement. Et s'il la met à David, il est obligé de la mettre avant son contrôle, c'est-à-dire en première intention. Ouais. Et là, c'est vachement compliqué. Et après, il peut plus. Mais tu sens qu'il s'arrache et tu sens qu'il se dit, c'est pas grave, je vais l'avoir ce ballon. Sauf que l'autre arrive comme une fusée, comme personne, voilà, Olive et Tom, l'autre arrive et il le tac sur le ballon. Il se jette, son pied arrive pile poil sur le ballon. Quoi. C'est ça, il laisse sa jambe, il laisse tout, il laisse son corps sur le terrain. Oui, il avait 99% de chance de se prendre un rouge et il a eu 1% de chance de toucher le ballon et ça a été le cas. On peut parler de ce qui se passe après, parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Sylvia les gars, on a 2 corners à la 93 et à la 94e. Ouais, mais on peut faire le hold-up du siècle là-dessus. Et ils sont tirés, mais c'est un truc. Cheka et Bamba les tirent, mais trop mal. C'est un truc de fou. Surtout à ce moment-là. On pousse, on arrive à avoir 2 corners, 93, 94e, et on les tire, mais. Surtout sur des erreurs. C'est incroyable. Moi, c'est vraiment cette histoire de corner. Moi, j'ai l'impression que le but de Fonte contre Dijon, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Parce que. C'est terrible. On en a déjà parlé il y a 15 jours. Premier du championnat avec autant d'axes d'amélioration, finalement, le titre nous semble promis. Exactement. On nous tend les bras. C'est vrai que c'est pas du tout inintéressant. On a énormément d'axes d'amélioration. C'est vrai. C'est la vérité. Je vous propose, il est déjà 22h08, on doit être à peu près à 1 heure d'émission. Nous reste un sujet à aborder, le prochain match de Lille qui arrive très rapidement, donc demain soir. Lille se rend à Montpellier, 6e du classement pour la dernière journée de cette pas tout à fait demi-saison, donc pour obtenir ce fameux titre de champion de Noël, à défaut d'être champion d'automne. Comment vous sentez ce match devant Montpellier, qui finalement, donc 6e au classement, mais qui semble un peu irrégulier? Baptiste, on va commencer par toi. Alors, je vois ce match de Montpellier, on verra, je ne sais pas du tout comment on va procéder. Michel Derzakarian dans sa compo, je pense que ça va rester sur une défense à 4, donc du coup un 4-3-3 avec une paire devant incroyable qui est la paire Delors, Mavididi et Gaëtan Laborde. Ça va être un match, je pense, spectaculaire des deux côtés en termes d'attaque. J'attends de voir, j'espère juste qu'on finira l'année en beauté. Tout d'abord de une, parce qu'on se rappelle que l'année dernière on se prend un 5-0 contre Monaco, ça fait mal. Et en plus qu'ils auront un jour supplémentaire de repos, en plus si jamais ils venaient à gagner. Donc je pense que ça peut les encourager. Mais en tout cas, j'attends vraiment un match, je pense, ouvert, étant donné que ce seront les 2 attaques qui font la différence pour moi. Christophe, tu crains Montpellier? Oui. Pour moi, c'est le match piège. C'est l'équipe qui est plus ou moins en forme quand même. Je crois qu'ils ont fait une défaite, mais... Ils ont 3 victoires et une défaite comme ça sur les derniers matchs. Mais non, et en plus, ils sont chiants à jouer. Chez eux, ils vont mettre le feu dès le départ. Ils ont un bon milieu de terrain. Ils ont 2 attaquants en feu. Non, ça va être compliqué à jouer. Après, je dirais que c'est vraiment le type de match où il faut résister au départ. Il faut tenir 20 minutes et les faire douter un peu. Et après on peut prendre le dessus. Mais si on prend un but dans le premier quart d'heure ou dans les 20 premières minutes, je vous sens très mal. Voilà. Alors,
Les derniers matchs de Montpellier, pour rappel, il y a match nul à Brest, de partout. Défaite à domicile contre Metz, 0-2. Victoire à l'extérieur à Lens, 2-3. Montpellier qui perd donc face au PSG à domicile, donc ça c'est un peu plus anecdotique. Lorient qui est battu à domicile par Montpellier et une victoire 4-3 de Montpellier face à Strasbourg. Donc on voit des résultats qui sont quand même assez irréguliers. Ouais. Ils ont perdu un joueur qui est très important dans leur système de jeu, qui est Savanier, si je ne dis pas de bêtises, qui est out jusqu'au moins début du mois de janvier. Patrice, comment tu le sens ce déplacement dans le pays occitan? En ce qui me concerne, en fait, justement, j'aime pas me réjouir de la blessure d'un joueur ou de la méforme, mais quand je regardais un petit peu à la télé les matchs et un peu les multiplays, tout ça, et que j'allais de chaîne en chaîne regarder les matchs, en fait, depuis le début de la saison, je m'arrêtais très souvent sur les matchs de Montpellier parce que je trouvais personnellement que c'était l'un des jeux les plus plaisants, simples, bien exécuté, plaisant, avec beaucoup de fougue et de justesse devant, au milieu aussi, au milieu devant, et avec ce Savanier qui lâche rien, qui est un espèce de... J'adore ce joueur en fait, enfin bon, sauf quand tu l'as contre toi, il est beaucoup plus embêtant, et c'est vrai que depuis qu'il est plus là, c'est plus tout à fait... L'équipe s'est un tout petit peu déréglée, mais moi, elle me fait quand même peur. Parce que si elle déroule, par contre, elle peut nous faire mal. Elle peut faire mal à n'importe qui, je trouve. Donc, j'ai un peu peur. Mais en même temps, vu la petite méforme et l'absence de Savanier, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je sais pas. En fait, j'ai pas d'avis. Mais j'ai peur. Alors, Julien, trouves-tu ce match occitan? Je suis très, très excité. Écoute, on peut s'attendre à tout, tu l'as dit. Alors, tu m'as piqué mes stats, j'allais revenir dessus, mais gagner, perdu, nul. Bon, voilà. Hein. Pourquoi on peut s'attendre à tout et pourquoi ça joue si bien à Montpellier? Je pense parce que c'est la structure du club. C'est intéressant, tu vois. C'est Laurent Nicolin qui reprend le club, le club de son père. Aujourd'hui, c'est Michel Derzakarian qui a été joueur pendant 10 ans à Montpellier, qui doit en être à sa 4e saison, je crois, avec Montpellier. Donc, une vraie stabilité d'entraîneur qui est quand même assez rare dans le football d'aujourd'hui. Donc, c'est des joueurs qui sont là depuis un petit moment. En tout cas, si on parle d'Andy Delors, qui est quand même une star de cette équipe, avec Laborde qui se révèle enfin. Et c'est vrai que Delors-Laborde, ça fait très, très mal. Tout ça fait dire que, ce que disait Patrice, ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe quand. Et on peut s'attendre à un match très compliqué parce que tu as un entraîneur expérimenté qui est picousé au club, qui aime ça, qui aime ses joueurs. Ah, c'est vrai ça. Les joueurs aiment l'entraîneur. Il peut se passer un truc. Et en même temps, des derniers esprits famille, tu as l'impression. Ouais. Bien sûr. Un truc où les mecs ont vraiment envie de se battre pour leur club, mais vraiment, tu le sens. Ouais. Mais moi, j'aimerais être supporter de Montpellier aujourd'hui. Parce que je suis d'accord. Laurent Nicolin, parce que c'est Michel Derzakarian depuis 4 ans. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, bah voilà, oui, carrément, pareil. Moi, je serais très fier de mon équipe si j'étais supporter Montpellier. Je serais pas Yadin. C'est facile à suivre. Arnaud, tu le vois comment ce match à Montpellier? Tu es confiant? Est-ce que tu crois franchement au futur titre de champion de Noël? Je vais revenir sur les stats que vous n'avez pas dites. À domicile, Montpellier, c'est 4 victoires, 4 défaites, aucun nul. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et 1 victoire simplement. À domicile. Ah bon, ça ouais. Ah bon? Il y a moyen. On va les taper alors. Attends, je retire tout ce que j'ai dit. Mais c'est... On va y aller, on est des gommes. Arnaud, quand tu penses, c'est pas pour rien dire. Sur les 5 dernières défaites, enfin sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est Montpellier-Nîmes 0-1, Montpellier-Reims 0-4, après il y a Montpellier-Strasbourg 4-3, Montpellier-PSG 1-3 et Montpellier-Metz 0-2. Tu vois, c'est intéressant. On verra bien. Pour confirmer les statistiques d'Arnaud, je propose de passer un coup de fil à Jérémy. S'il pronostique une victoire de Montpellier, on peut être complètement rassuré. Ou à Monsieur Devred, le jeune retraité. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des réactions sur les internautes sur le sujet de Montpellier, ou est-ce que tout le monde a tout donné sur le sujet d'Olivier Létang? Oui, ça a été
Tout a été dit quasiment. Après, sinon, sur le match, enfin, sur le but de Fonte, c'était contre Bordeaux, pas contre Dijon. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit exactement, mais bon. Je crois que c'était Christophe qui avait dit que c'était Fonte qui avait marqué sur. Non, C'est pas toi non, Donc, il a essayé de Non, marquer. moi qui ai dit ça. Moi, j'ai dit que Fonti avait tiré Ah dans oui, le but d'accord. contre Mais Dijon. après, il y a une tête, le but de Il Fonte, a- c'est à Bordeaux, simplement. C'est tout. Contre Bordeaux. 2-1 C'est moi contre qui Bordeaux. ai fait l'erreur, c'est moi. Pour terminer ce tour d'horizon, je vous propose la sacro-sainte séance de pronostic. Qui veut Oh. commencer? Qui veut se lancer? Julien, je sens que tu as un super pronostic. Vas-y, je t'écoute. Tout à fait, victoire 3-2 du LOSC. Un match très ouvert, Delors et Laborde en folie, mais on gagne quand même. 1-4. Arnaud, ton 1-4. pronostic. 1-4. 1-4. Christophe, ton pronostic. 0-7 du coup. Toujours plus loin, toujours plus fort. Si c'est ça, par contre, Ah il ouais, est on est fort. parti, on est parti. Est-ce que tu vas atteindre des sommets? Non, mais je On pense va que dire 0-1, 0-12, c'est mais très bien. non, je vais rester sur un 1-3. Avec un but de Bradaric d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce concours de pronostics part en couille complètement. Mais bon, Encore, je sais pas ce que c'est. en sucette. Voilà. Euh, Attention, il y a des mais- enfants qui nous regardent. Hein. Il y a des enfants. Patrice. Aucune idée. Allez, 1-2. 1-2. Voilà, Un, moi, deux. je ferai un pronostic à la Jérémy. Je vois une victoire de Montpellier avec un but de Bradaric, bien évidemment. Et Jean-Marc Je ne Devray, sais pas dans quel il dit sens. quoi Défaite du LOSC. Hein. On lui demandera. Mais Ouais, après, faut- moi, je suis aussi bon au pronostic que Jérémy, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc l'émission arrive à son terme. On est un peu dans la décompression. Je voulais remercier donc les intervenants, donc Christophe, Patrice qui a du mal à terminer, qui va. Ouais, j'adore. Il faut arrêter. J'adore les animateurs. Il faut sauver le soldat Patrice là, qui va nous faire une attaque. J'ai quand même Donc, deux merci pronostics Christophe, encore. merci 3 Patrice. pronostics même. J'ai Schizophile qui met 0-1, Ah, Thibault Losque qui met 1-2 et Marius Béga qui met 1-2 aussi. Voilà. que des victoires. Voilà, donc Victoire. des pronostics assez positifs quand même dans l'ensemble. Donc merci Christophe, merci Patrice, merci Baptiste, merci Julien. Merci Arnaud pour la réalisation. Je voulais juste faire un petit coucou. On a eu des interventions, on les a pas citées, mais des habitués du site du forum. Il y a notamment Guillaume, Stéphane Elbeck qui nous a fait quelques commentaires, notamment Petit sur coucou. sur la partie financière et juridique. Salut Stéphane. Il y a une super page qu'il faut suivre parce qu'il suit Et la super page, j'allais dire, exactement. effectivement, C'est génial, qu'il faut ce travail. mentionner. Donc Guillaume, je l'ai cité, Stéphane Malaquin qui vient aussi intervenir de temps en temps avec nous et Georges qui était également présent. Donc merci de votre participation sur les différents chats. Merci du suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a de plus en plus de retours sur l'émission. Donc on vous en remercie. On vous donne rendez-vous. Alors je vous propose, je ne l'ai pas encore annoncé, il n'y a pas de match la semaine prochaine. Le match c'est dès demain. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une émission bilan de cette mi-saison et dans laquelle on abordera également un livre qu'on a déjà évoqué dans cette émission et on a malheureusement dû 2 fois reporter à cause de l'actualité brûlante, le bouquin de Jérémy Lison, donc qui s'appelle L'itinéraire d'un supporter gâté. On va le présenter la semaine prochaine en présence de Jérémy et on en profitera pour faire un bilan de cette première partie de saison pour le LOSC, tant sur le niveau national qu'au niveau championnat d'Europe. Merci à tous de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez le LOSC et à très Bonne soirée bientôt. tout le monde. Bonne soirée. Salut.